Pendant que d'autres étaient en train de vivre leur vie de jeunes de 20 ans, moi du coup voilà, je travaillais. Hi everyone, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et anti-scolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziasweb.com, et aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'avais très envie de faire depuis très longtemps parce que c'est un sujet qui me passionne et je sais que pour la plupart d'entre vous aussi. C'est une vidéo qui m'a été très réclamée et je sais que sur Instagram, quand je vous ai annoncé qu'elle allait bientôt arriver, vous avez été très surexcités, donc ça me fait super plaisir de la faire. Alors, c'est une vidéo du coup dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon expérience de l'entrepreneuriat, je vais vous donner des conseils. Donc je me suis basée sur les questions que vous m'avez posées, donc je vous ai demandé du coup sur Instagram ainsi que YouTube quelles étaient du coup les questions que vous vous posiez liées à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'y répondre du coup aujourd'hui. Tous les conseils que je vais vous donner vont vraiment être basés sur mon expérience. Pour vous parler un petit peu de mon expérience entrepreneuriale, j'ai toujours su que je voulais faire de l'entrepreneuriat depuis aussi loin que je me souvienne, depuis toute petite. J'ai toujours dit que je voulais devenir patron et j'ai commencé à travailler sur la méthode Zia à 14 ans, sauf que avec le temps, les rêves d'enfant ont fini un petit peu par pas disparaître, mais bon, entre guillemets, des pensées un petit peu plus raisonnables ont pris le dessus. Et c'est vrai que plus je grandissais et plus je me disais que l'entrepreneuriat c'était totalement inaccessible et que ça serait pas pour moi, que ça m'arriverait pas, mais pas de manière totalement fataliste, c'est-à-dire que j'avais toujours cet espoir de faire de l'entrepreneuriat un jour, mais je me disais que ça serait plutôt aux alentours de 40 ans, quelque chose comme ça. Je pensais vraiment qu'il fallait avoir un certain âge pour pouvoir en faire, et du coup j'avais renoncé à ça et j'avais décidé de devenir avocate. Donc du coup dès le collège je décide de devenir avocate parce que je suis fascinée par les arts oratoires. Voilà, le fait de parler, de s'exprimer, d'arriver à convaincre, persuader, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément fascinée encore jusqu'à aujourd'hui. Et le déclic s'est fait en deuxième année de fac de droit, donc après le lycée. Donc j'obtiens mon bac avec mention bien, je vais en fac de droit. Jusque là je pensais vraiment que j'étais en train de faire ce que je voulais en fait. Voilà, j'avais vraiment mis mes rêves de côté et je m'étais convaincue que voilà, je voulais faire du droit, que c'est ce que j'avais envie de faire. Donc du coup je vais à la fac, je passe du coup une première année. Après cette première année là, donc je prends une année de césure pendant laquelle donc je développe la méthode Zia, et pendant toute cette année là en fait je m'éclate vraiment. Ça a été une année qui était extrêmement fatigante. Je vais pas essayer d'enjoliver l'année que j'ai passée. Ça a été l'année la plus fatigante je pense de toute ma vie parce que j'avais des horaires, enfin je m'imposais des horaires qui étaient juste incroyables parce que j'avais envie vraiment de pousser ce projet le plus loin possible. Sauf que l'année de césure arrive à sa fin, il est temps de retourner sur les bancs de la fac. Donc je retourne à la fac du coup en deuxième année de droit et là le cœur n'y est plus. C'est-à-dire que j'arrive plus en fait à me remettre dedans, j'arrive plus à me censurer et à me dire que le droit c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup aimé le droit, hein. C'était pas du tout un souci. C'est pas que j'aimais pas le droit, c'est que l'envie d'entreprendre elle était trop forte. Elle était vraiment trop forte et je suis arrivée à un stade en fait où je pouvais plus me restreindre et me retenir et me dire plus tard. Et donc en fait ça a duré quelques mois comme ça, quelques mois où j'essayais entre guillemets d'être raisonnable, de me dire bon, termine au moins ta licence, poursuis, fais ce que t'es censé faire. Donc j'essayais de me retenir et puis en fait vraiment j'y arrivais pas, ça m'obsédait, je passais mon temps du coup à apprendre là-dessus, à apprendre sur l'entrepreneuriat. Et puis ma meilleure amie de l'époque, je lui cassais la tête vraiment en permanence en lui parlant de ça. Et en fait un jour elle me regarde comme ça et elle me dit mais on dirait que t'essayes de te mentir à toi-même en fait, on dirait que t'essayes de te retenir. Et c'est là que vraiment ça m'a perturbée, ça m'a bousculée parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de me retenir? Pourquoi est-ce que je suis en train de me censurer? Et en fait j'ai réfléchi à tout ça et je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que le fait de devenir avocate, alors certes c'est quelque chose qui serait génial, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va te stimuler? Est-ce que c'est vraiment ça le vrai rêve que tu as? Et le vrai rêve que j'avais, c'était pas ça, c'était l'entrepreneuriat. Et du coup j'en suis arrivée à me poser des questions, à me dire
Est-ce que tu n'es pas en train de te retenir pour certaines raisons? Donc les raisons, elles étaient évidentes. La peur de l'échec, forcément. La peur de décevoir ma mère, ça c'était un des gros facteurs aussi, parce que du coup, voilà, ma mère a toujours rêvé de grandes études pour moi, et elle était forcément ravie que je décide d'aller en droit, que je m'en sorte bien au niveau scolaire, etc. Et ça, c'était vraiment un gros facteur qui m'empêchait, qui me bloquait, le fait de devoir dire à ma mère, finalement, j'arrête. Enfin, il y avait tout un tas de facteurs en fait qui ont fait que j'avais envie de le faire, mais que je me retenais. Et puis je me suis simplement dit, les études tu pourras les reprendre si tu as envie de les reprendre plus tard, il n'y a pas de fatalité, il y a des gens qui reprennent leurs études à 40 ans, hein, c'est pas grave. Ma mère elle s'en remettra, hein, c'est pas la fin du monde, et je pense que ce qu'elle veut au fond avant tout c'est que je sois heureuse. Donc si c'est de cette manière là que je parviens à être heureuse, je pense qu'elle sera très heureuse pour moi, même si au début forcément ça lui fera pas plaisir. En fait, j'ai arrêté de penser problème et j'ai commencé à penser solution, et à partir de là du coup j'ai vu les choses de manière beaucoup plus claire. Donc comme je vous disais, il m'a fallu quelques mois parce que il a fallu en fait que je l'annonce à ma mère, et c'était vraiment l'annonce à ma mère qui allait rendre des choses officielles, c'est-à-dire que rien n'était officiel jusqu'à ce que je décide de l'annoncer à ma mère. Et j'ai décidé de l'annoncer au téléphone, un peu par lâcheté, j'avoue. J'ai attendu qu'elle soit du coup à l'étranger. Et je l'ai appelée et du coup voilà, je lui en ai parlé, je lui ai dit ce qu'il en était, et clairement elle était extrêmement déçue, elle était vraiment très déçue, mais voilà, je l'ai fait par téléphone parce que je voulais pas prendre le risque que sa déception me décourage entre guillemets et qu'elle me pousse à changer d'avis, mais je savais que c'était un pansement qu'il fallait enlever le plus rapidement possible, donc je l'ai fait. Et aujourd'hui clairement elle pourrait pas être plus fière, je pourrais pas être plus heureuse, vraiment ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc j'ai travaillé sur mon projet pendant plusieurs années, je me suis formée à l'entrepreneuriat, au marketing. Et au mois d'avril, j'ai décidé d'officiellement arrêter. Donc c'était du coup le mois d'avril qui a précédé donc le lancement. Donc c'était pendant ma deuxième année de fac de droit. À partir de ce moment-là, du coup, j'ai pris un travail à côté pour pouvoir gagner un petit peu d'argent pour mon projet. Donc en fait, je commençais à 5 heures tous les jours. Je me levais à 3 heures. Je faisais ensuite 1 heure de route. Je travaillais jusqu'à à peu près 13 heures. J'arrivais chez moi, il était aux alentours de 14 heures. Et généralement, quand j'arrivais, j'étais épuisée. Donc je faisais une petite sieste en général jusqu'à 16-17 heures selon l'état de fatigue dans lequel j'étais. Et c'était un travail manuel, je faisais de la préparation de commandes et je me souviens, j'avais tellement mal aux pieds avec ces chaussures de sécurité. Je pensais, il y avait un mythe dans ma tête qui était que les chaussures de sécurité étaient confortables. Je sais pas, elles avaient l'air confortables, ça avait l'air d'être des grosses chaussures qui te tiennent bien au chaud. Et en fait pas du tout, ça fait super mal aux pieds, donc franchement chapeau à tous ceux qui portent des chaussures de sécurité dans leur travail, parce que moi ça a été infernal. Et du coup je me rappelle, je rentrais et ma mère en général m'avait mis une petite bassine avec de l'eau, et j'étais tellement fatiguée que je m'effondrais avec les pieds encore dans l'eau et je faisais une sieste pour essayer de récupérer. Donc je me réveillais du coup en général à 16-17 heures. À partir de là je travaillais sur mon projet pendant plusieurs heures jusqu'à l'heure du dîner où je mangeais rapidement. J'allais ensuite me coucher et je refaisais ça en fait tous les jours. La date de lancement était pour le 1er septembre. Je travaillais vraiment sans relâche, le rythme était très soutenu, et en fait arrivé à un moment il a fallu que je démissionne parce qu'il fallait que je m'y consacre vraiment limite 24 heures sur 24. J'étais souvent en relation avec un service d'aide pour pouvoir créer mon site, etc., parce que j'ai absolument tout fait moi-même. Donc j'étais avec un espèce de service client, sauf qu'ils étaient aux États-Unis, donc il y avait un décalage horaire, donc souvent en fait je travaillais pendant la nuit. Donc en fait je travaillais pendant des heures. Je voyais plus le soleil. Donc j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui s'assurait que je me nourrissais. Sinon je sais pas si je l'aurais fait. Mais du coup je travaillais vraiment sans relâche jour et nuit. J'ai eu énormément d'obstacles, mais le lancement s'est bel et bien fait le 1er septembre. J'avais 20 ans à ce moment. Aujourd'hui j'ai 23 ans, l'entreprise a depuis bien évolué et elle compte 6 employés. Bon, du coup sans plus attendre, je vais commencer à répondre à vos questions, vous donner un maximum de conseils. Donc je vais vraiment essayer de vous orienter un maximum. Tout ce que je sais, j'ai essayé de le mettre dessus. Donc voilà, j'ai retenu un maximum de questions, en tout cas celles qui étaient pertinentes pour ce qui est de mon expérience à moi, parce que forcément si je n'y connais pas, ça sert à rien que je vous en parle. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat nécessite un profil particulier? Alors oui et non. L'image de l'homme d'affaires ou de la working girl, c'est clairement pas un critère. Par contre, je suis convaincue que c'est pas fait pour tout le monde. C'est énormément, et quand je dis énormément, c'est énormément de pression, de stress. Ça demande des qualités
d'adaptation, ça demande d'avoir vraiment la tête sur les épaules, ça demande énormément de qualités que beaucoup de gens croient avoir mais non pas forcément. Il faut être capable de se réveiller le matin avec des doutes, de passer sa journée avec des doutes, de s'endormir le soir avec des doutes. En fait, on a des doutes en permanence sur absolument tout. Donc ça peut être des doutes sur ses capacités, ça peut être des doutes sur ce qui va se passer, ça peut être des doutes sur est-ce que tel produit va marcher. En fait, on est constamment dans les doutes parce que forcément, plus tu entreprends, plus tu fais de choses dans la vie et plus tu vas être exposé à ces doutes-là. Et en tant qu'entrepreneur, on est en première ligne en fait. On ne fait que ça, entreprendre des nouvelles choses, essayer d'innover, créer des choses, etc. Donc en fait, on est soumis à une pression et à un stress monumental. Alors, par où commencer? Bon, tout commence par une idée et souvent c'est la question qui revient le plus, comment trouver une idée? Le truc c'est que certains vont courir un peu après l'argent, ce qui est absolument pas mon cas, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Le truc c'est que, bah oui, si on court après l'argent, on peut en trouver plein des idées, hein. Voilà, dès qu'on voit qu'il y a un business à faire quelque part, bah du coup on peut sauter sur l'occasion. Moi c'est pas ce type d'entrepreneuriat qui m'intéresse, clairement. Je dis pas que c'est un entrepreneuriat qui fait pas d'argent, hein. Bon voilà, après tout le but premier de l'entrepreneuriat c'est quand même de gagner de l'argent, en plus de faire ce qu'on aime et de développer un projet qui nous tient à cœur, mais pour qu'une entreprise vive, il faut forcément qu'elle fasse de l'argent. Mais du coup, moi c'est pas forcément le type d'entrepreneuriat que j'ai en tête. Moi, c'est vrai que mon type d'entrepreneuriat, c'est avant tout un projet qui me passionne, c'est avant tout un projet qui m'intéresse et généralement, du coup, je vais plutôt me diriger vers quelque chose qui, bah voilà, porte sur un sujet, un thème qui m'intéresse particulièrement. Alors, personnellement, sur les deux entreprises, du coup, sur lesquelles j'ai pu travailler jusqu'à présent, je me suis toujours appliqué la même règle. Je ne vends rien si c'est pas quelque chose que j'aurais pu acheter au départ. C'est vraiment la règle que je me fixe et ça me permet justement de trouver des choses qui non seulement vont être des choses qui m'intéressent, mais en plus être des choses que je vais pouvoir vendre comme il faut, que je vais pouvoir marketer comme il faut, parce que à partir du moment où c'est quelque chose que vous auriez pu acheter vous-même, forcément dans votre manière de vendre, vous allez en être convaincu parce que votre objet ou votre service ou peu importe, il a une légitimité et il a une utilité. Si vous auriez pu en avoir besoin, c'est que d'autres personnes en auraient forcément besoin aussi, à moins que vous soyez un peu bizarre. Zia, c'est quelque chose que j'aurais pu acheter, c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé Zia, c'est parce que je ne trouvais rien d'autre sur le marché. Le Productive Freak Planner, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Franchement, je crois que je vais être la consommatrice numéro 1 de ce planner parce que c'est quelque chose que j'attends avec grande impatience. J'ai jamais rien trouvé pareil sur le marché qui me convienne de ce côté-là. Ça fait des années maintenant que je m'intéresse à l'organisation, à la productivité, etc. Et de tous les planners sur lesquels j'ai pu tomber, il n'y en a aucun qui a pu satisfaire ma demande de ce côté-là. Donc voilà, je réponds avant tout à mon propre besoin, mais il se trouve que dans la majorité des cas, c'est un besoin que d'autres personnes ont aussi. Et il faut garder à l'esprit qu'il est aussi rare que la première entreprise fonctionne. Beaucoup d'entrepreneurs lancent plusieurs projets avant de trouver ce qui leur convient. Donc selon les statistiques de l'INSEE, qui sont des statistiques qui reviennent très souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, donc 25% des entreprises ferment dans les 2 premières années, 49,5% échouent dans les 5 premières années, et ce taux d'échec est encore plus élevé pour les startups, on parle de 80% d'échecs. Alors, il faut garder un truc à l'esprit, c'est que les démarches sont différentes pour toutes les entreprises. Je sais que ça, c'est une question qui revient tout le temps. Tout le monde me demande quel statut est-ce que je devrais avoir, quel statut est-ce que tu conseilles. Je peux pas vous conseiller de statut, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison déjà que ça varie avec absolument toutes les entreprises. Donc à moins que vous ayez exactement la même configuration que la mienne, et encore, ça veut rien dire parce qu'il y a encore des disparités qui peuvent exister. Là, à la limite, je pourrais peut-être vous conseiller, mais il vaut mieux pas. Vraiment, il faut voir directement avec un comptable ou quelqu'un qui soit spécialisé dans le domaine pour pouvoir vous recommander quelque chose qui fonctionnerait au mieux avec le type de structure que vous voulez faire. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, vraiment, si vous êtes perdu, vous savez pas trop à qui vous adresser, allez dans la mairie de votre ville. La grande majorité, je pense, des mairies, après, il faudrait voir la taille de votre ville, mais au pire, allez dans la ville voisine. Mais en gros, la grande majorité des mairies vont avoir un espèce de pôle qui est réservé à l'entrepreneuriat. Donc en gros, vous allez à la mairie, vous expliquez que vous voulez devenir entrepreneur et vous demandez du coup ce qui est mis en place pour les entrepreneurs. Donc moi, ça a été très utile quand j'ai démarré parce que j'avais pas un sou en poche pour aller voir des comptables, des avocats, des trucs comme ça. Je savais pas du tout comment m'orienter et à chaque fois que j'essayais de faire une recherche sur internet, je ressortais encore plus perturbée qu'avant parce qu'il y a des réformes tout le temps. Tout est tellement compliqué, vraiment. Enfin, ne demandez pas à un youtubeur ou qui que ce soit d'autre même qui n'est pas dans la profession de vous conseiller parce qu'il risque de mal vous conseiller. Donc vraiment, essayez
à chaque fois de vous adresser aux bonnes personnes, surtout pour ces histoires de statut, etc. C'est très très important. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé au début à me lancer entre guillemets. Une fois que j'étais lancée, là je me suis plutôt fiée à un comptable et un avocat. C'est pareil pour ce qui est des charges, des impôts, etc. Il y a énormément de variables, c'est-à-dire que même si vous avez par exemple le même le même statut d'entreprise avec une autre personne, bah, si ça se trouve les charges et les impôts que vous payez n'auront rien à voir avec la personne en question, parce que ça dépend d'une quantité astronomique de choses. Certaines entreprises ont plus d'aides que les autres, certaines entreprises ont des impôts plus élevés que les autres, etc. Ça dépend d'énormément de facteurs. Il y en a plein aussi qui m'envoient des questions et puis je vois du coup qu'ils s'y connaissent pas du tout parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui me disent oui, alors le statut auto-entrepreneur, est-ce que tu conseilles? Et en fait, pour beaucoup, quand ils disent auto-entrepreneur, ils parlent vraiment d'entrepreneuriat de manière générale. Non, l'auto-entrepreneuriat ou micro-entrepreneuriat, comme on peut l'appeler, c'est vraiment un statut particulier et vous en aurez des tas et des tas d'autres. Vous avez les EURL, vous avez les SASU, vous avez les SA, enfin bref, vous avez un nombre incalculable de différentes options, de possibilités, etc. Donc, renseignez-vous auprès de personnes compétentes. Le statut micro-entrepreneur, c'est vraiment génial quand on débute et qu'on n'a pas ou peu de charges. Par exemple, imaginons que vous vendiez du service, je sais pas. Imaginons par exemple que vous faites du secrétariat à distance. Vous vendez un service et c'est un service qui ne vous coûte pas grand-chose. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être un abonnement, peut-être des services en ligne, des trucs comme ça. Mais grosso modo, vous investissez pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui sort. La particularité du statut auto-entrepreneur, en fait, c'est que vous n'allez pas pouvoir déduire les charges. Par contre, les impôts, les charges, etc. vont être généralement moins lourdes. Donc en gros, imaginons par exemple que vous vendiez un produit à 10 €. Si ce produit-là vous coûte 8 € à fabriquer, vous n'allez pas pouvoir déclarer 2 € de bénéfice. Ça, il faut avoir une entreprise pour le faire. Il faut avoir une URL, une SASU, enfin bref, une autre forme d'entreprise. Là, si vous faites ça, en fait, vous allez devoir déclarer 10 € de bénéfice. C'est comme si en gros vous aviez gagné 10 € alors qu'en réalité vous n'avez gagné que 2. Donc en fait vous allez payer des impôts sur 10 € de bénéfice au lieu de 2. Donc alors que par exemple si vous avez, comme je l'ai dit, une activité qui ne vous demande pas énormément de frais, donc par exemple là imaginons que vous faites du secrétariat à distance, je dis n'importe quoi, là ça vous coûte pas grand chose. Donc imaginons par exemple sur 10 € vous en gagnez 9, c'est toujours très rentable, ça vaut le coup d'être sous ce statut là. Encore une fois, c'est juste voilà, des informations générales, il vaut mieux vous renseigner, mais si vous débutez et que vous avez très très peu de frais, généralement c'est vers ce statut là qu'il faudra se diriger. Vous avez une limite de chiffre d'affaires, il me semble, je vous dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'elle est à 90 000 € par an, et à partir du moment où vous dépassez ce montant là, vous êtes obligé d'aller à un statut entre guillemets supérieur. Vous ne pouvez pas rester auto-entrepreneur si votre chiffre d'affaires est trop élevé. La majorité des autres statuts ont l'obligation de passer par un comptable. Pour vous, c'est pas le cas. Il faudra tenir un livret comptable, enfin je sais plus trop comment on appelle ça. Il va falloir tenir votre propre compta, mais c'est rien de très compliqué. C'est quelque chose qui s'apprend assez facilement et ça vous économise du coup le comptable, ce qui peut être vraiment pas mal. Alors, combien d'argent faut-il pour commencer? Alors ça pareil, c'est une question qui revient tout le temps. On va y mettre un terme tout de suite. Il n'y a pas de somme fixe. Vraiment, certains démarrent avec 0, d'autres démarrent avec 20, 30, 40, 50, 100 000, voire plus. Ça dépend du type de business que vous avez tout simplement. Encore une fois, je vais prendre du coup l'exemple d'un business physique et d'un business de service. Quand vous avez par exemple, imaginons que vous avez une marque de vêtements, vous avez un entrepôt, vous devez acheter les vêtements en question, vous devez les entreposer, vous devez payer quelqu'un pour les conditionner, les mettre dans des paquets, etc., les expédier. Enfin bref, il y a énormément de dépenses qui rentrent en ligne de compte dans un business comme celui-là. Donc là, clairement, forcément, vous allez avoir besoin de bien plus d'argent pour démarrer parce qu'il va falloir du matériel, il va falloir souvent du personnel, etc., etc. Alors que quand vous êtes dans un business de service, la plupart du temps, je généralise bien sûr, mais la plupart du temps, vous allez avoir besoin de quelques outils informatiques, etc., donc un site internet, ce genre de choses. Mais du coup, l'investissement sera moindre, sera beaucoup moins important. Moi, j'ai vraiment démarré du coup avec un business autour du service parce que j'avais clairement pas un rond, j'avais 20 ans, j'avais ma famille à charge à ce moment-là, j'avais pas d'argent à investir là-dedans. Même si j'avais voulu me lancer dans un business plus physique, il aurait fallu que je fasse quelque chose à toute petite échelle ou alors il aurait fallu que j'attende d'économiser suffisamment. Donc du coup, vous avez vraiment ces deux choix-là et selon ça, évidemment, voilà, ça va forcément changer la mise de départ. Donc, personne ne peut vous dire combien d'argent il faut pour commencer. Il vous faut d'abord votre idée et ensuite, du coup, vous allez voir combien d'argent
ça va vous coûter. Après, vous pouvez aussi orienter votre idée selon les moyens que vous avez. Donc, essayez vraiment de vous focaliser sur des business qui coûtent très peu à démarrer. J'étais à découvert quand j'ai commencé, donc autant vous dire que je me suis formée pour quasiment tout faire moi-même. J'ai créé mon site avec des tutos YouTube. Je me suis formée sur l'entrepreneuriat, le marketing, la compta, en lisant des centaines d'articles, en regardant des centaines de vidéos. Je me suis formée non-stop, non-stop, non-stop. Bref, je me suis débrouillée toute seule du début à la fin. Ça a été très dur, ça prend beaucoup de temps, mais quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est vraiment la seule solution qu'on a. Vraiment, faites très très attention à votre gestion. Le truc, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on va avoir des imprévus tout le temps. Des fois, vous allez par exemple avoir un chiffre d'affaires qui est stable pendant un grand nombre de temps, et ça donne confiance. Vous voyez, vous dites bon, bah il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête comme ça, même si vous le dites pas consciemment, mais souvent c'est ce que le cerveau nous renvoie. On se dit bon, ça fait 1 an que le chiffre d'affaires est stable et que voilà, on gagne bien, on gagne un bon chiffre d'affaires, etc. Et du coup, bah, le cerveau, entre guillemets, s'attend à ce que ça continue sur cette lancée-là. Et il suffit de voir, par exemple, une crise comme celle qu'on est en train de traverser actuellement avec ce coronavirus pour s'en rendre compte qu'en fait, il va y avoir des imprévus à n'importe quel moment, à des moments auxquels on s'attend souvent le moins, et qu'il va falloir être prêt à gérer dans ces moments-là. Donc vraiment, au niveau de la gestion de vos caisses, au niveau de la gestion de vos ressources, ne vous dites pas c'est bon, là je vais investir dans ça, quitte à vider les caisses, parce qu'au final, bah, vous savez pas ce qui risque de se passer les mois suivants. Je dis pas qu'il faut pas investir, hein. Bien au contraire, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais il faut le faire très très intelligemment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment justement, pas parce qu'elles n'ont pas de succès, mais parce qu'elles ont une mauvaise gestion. Donc grosso modo, si on veut faire de l'entrepreneuriat mais qu'on n'a pas les moyens, on a 2 solutions. Soit on peut retarder et économiser au maximum. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'elles veulent entreprendre mais qu'elles n'ont pas les moyens, et puis tu les retrouves avec un sac Zara par-ci, avec telle futilité par-là. Alors attention, je juge pas, hein, pas du tout. Mais à partir du moment où vous dites que vous voulez entreprendre, si vous n'avez pas les moyens, ça va sous-entendre des sacrifices, et des gros sacrifices, pas des petits. Il va falloir vraiment réduire sur énormément de choses, vous laisser uniquement le strict minimum. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez dans le sang, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez profondément, bah, ça vous dérangera pas de vraiment vous contenter du strict minimum si cet argent-là va dans la réalisation de votre rêve. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voient simplement voilà, le luxe et le glamour qui peut ressortir des films, d'Instagram, etc. Qui se disent l'entrepreneuriat, c'est un moyen de devenir riche et de plus avoir de patron. Génial, c'est absolument ce que je veux faire. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Je pense qu'on veut tous ça. Je pense qu'on veut tous voilà, ne pas manquer d'argent, ne pas avoir de patron qui voilà, nous disent quoi faire. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qu'il faut avant tout faire par passion, pour une simple et bonne raison. C'est que c'est tellement dur que quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, quand on est passionné, quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, on est prêt à supporter cette difficulté-là. Et le truc, c'est que on peut croire qu'on est prêt à supporter cette difficulté-là au début, mais il faut s'imaginer sur du long terme, en fait. Il faut s'imaginer que vous soyez dans les difficultés jusqu'au cou pendant longtemps, et si c'est pour quelque chose qui ne vous parle même pas, si c'est quelque chose qui ne vous inspire même pas, vous allez finir par lâcher l'affaire, en fait, tout simplement. Certains décident aussi de passer par des prêts ou des investisseurs, chose pour lesquelles je suis contre. Les prêts pour des raisons religieuses, tout simplement. Les investisseurs parce que je préfère garder une entreprise à plus petite échelle, mais garder le contrôle total dessus, garder sa totale possession, plutôt que voilà, devoir faire appel à des investisseurs qui, au final, forcément auront un pouvoir dessus, ou au moins un droit sur une quelconque partie. Donc ça, c'est voilà, quelque chose pour lequel je suis totalement contre. Et si jamais un jour j'ai envie d'ouvrir une entreprise et que c'est l'étape obligatoire pour pouvoir le faire, je pense que je renoncerai à cette entreprise-là, parce que c'est vraiment quelque chose par lequel je ne veux pas passer. Mais pour certaines entreprises, c'est absolument nécessaire. J'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient dans des domaines tellement dingues que c'était le seul moyen. Notamment des personnes qui sont dans des domaines technologiques, scientifiques, etc., qui ont besoin de débloquer des fois plusieurs millions d'euros. Et forcément, ils n'ont pas d'autre choix que de passer par ça. Moi, en tout cas, c'est un choix personnel qui est de ne jamais passer par cette voie-là, quitte à renoncer à certains projets. Donc du coup, comme je disais, 2 solutions. Donc la première, vraiment économiser pour son projet, ou alors sinon on peut commencer vraiment quelque chose à plus petite échelle, quelque chose qui va plus s'assimiler à du commerce qu'au fait d'être entrepreneur. La ligne est très fine entre les deux, mais voilà, commencer quelque chose à plus petite échelle qui permettrait éventuellement de gagner de l'argent pour pouvoir faire plus tard quelque chose d'un petit peu plus gros, ou alors faire quelque chose qui soit basé sur du service et qui généralement demande beaucoup moins de moyens. Alors, quand tout lâcher pour se lancer? Alors, on ne quitte pas son travail pour juste commencer à travailler sur son projet. C'est vraiment en accumulant les deux que vous allez pouvoir en
en fait à voir si vous avez les capacités de tenir une entreprise. Voilà, tout le monde veut devenir entrepreneur, en tout cas beaucoup. C'est trop facile en fait de se dire je lâche mon boulot, je travaille là-dessus, voilà, je compte sur le chômage, etc. ou peu importe, ou même si je sais pas, vous vivez chez vos parents, ou même si vous n'avez pas besoin de travailler forcément pour voilà, travailler sur mon projet, etc. Sauf qu'en fait, c'est vraiment en vous confrontant à la difficulté, c'est-à-dire au fait de devoir voilà, travailler sur votre projet en dehors de vos heures de travail, vous allez avoir une pression, un stress et une charge de travail assez importante, et c'est là que vous allez voir si le projet vous tient véritablement à cœur et si vous allez pouvoir en fait tenir ce projet sur le long terme. Sinon c'est trop facile et ça ne sera pas du tout représentatif de votre capacité à gérer tout ce stress, ces pressions et surtout cette énorme charge de travail. J'ai d'abord travaillé sur mon entreprise en parallèle de mes études, puis en parallèle d'un emploi, puis en parallèle d'un emploi à mi-temps quand la charge de travail était devenue trop importante pour un emploi à temps plein, donc je suis passée sur un mi-temps. Et puis quand la charge de travail est devenue tellement immense que même un mi-temps c'était devenu impossible, c'est vraiment que à partir de ce moment-là que j'ai décidé de lâcher et de me consacrer entièrement à mon projet. J'avais vraiment besoin de me consacrer vraiment à temps plein à ce projet-là. Une fois qu'il avait bien mûri, une fois que j'avais vraiment travaillé dessus, voilà, si on peut appeler un 100 heures par semaine un temps plein, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment pas compté mes heures et forcément voilà, quand on arrive à travailler 100 heures par semaine, c'est plus du tout possible de cumuler ça avec un emploi. Alors, comment faire une étude de marché et un business plan? Alors personnellement, j'ai pas fait d'étude de marché à proprement parler parce que ça faisait déjà un moment que je testais la méthode sur plusieurs centaines de personnes et je savais qu'elle faisait un carton, donc le reste c'était plus qu'une question de marketing. Et j'ai fait un business plan qui était assez simple, tout simplement parce que voilà, j'avais un business dont la structure était assez simple et qui avait déjà fait ses preuves, mais pour certains, le business plan va devoir être beaucoup plus élaboré. Donc je l'ai fait grâce à du coup voilà, des recherches que j'ai fait sur internet. Je vous mets quelques liens en barre d'infos voilà, pour que vous puissiez vous inspirer. Alors, combien de temps faut-il avant de gagner de l'argent? Alors ça pareil, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Combien de temps est-ce qu'il a fallu à Zia pour voilà, rapporter de l'argent? En combien de temps est-ce que tu as pu en vivre? Alors la réponse est tout de suite. Zia a pu générer un chiffre d'affaires qui du coup m'a permis d'en vivre entièrement dès son lancement, dès le départ. Par contre, Zia a pas du tout été lancée au hasard. C'était un rêve d'enfant. J'étais armée, je m'étais formée pendant des années. Je faisais de la communication autour de Zia depuis 1 an déjà. 1 an avant le lancement de Zia, je faisais déjà de la communication dessus. Donc c'est vraiment un grand nombre d'éléments qui ont fait que Zia a eu du succès dès sa sortie et que j'ai tout de suite pu me verser un salaire, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Beaucoup vivent de leur chômage pendant 1 an, 2 ans avant de pouvoir se payer quelque chose, ou alors ils retournent vivre chez leurs parents. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir zapper la vision glamour qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat. Vous allez très certainement en baver comme la grande majorité des entrepreneurs, à moins que vous soyez extrêmement chanceux ou alors que vous ayez parfaitement préparé votre lancement, que vous ayez parfaitement préparé tout ce qui tournait autour de votre entreprise, que vous ayez parfaitement cerné le marketing qu'il fallait mettre en place, etc. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'il faut préparer en amont. Il ne faut pas se dire voilà, je sors mon produit et là les gens vont apparaître en me disant je veux acheter. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut vraiment se mettre à la place du consommateur, il faut se mettre à la place du client et se dire qu'est-ce qui va faire que ce client-là va venir s'intéresser à mon produit, qu'est-ce qui va faire que moi je vais sortir du lot. Alors, se lancer avec sa famille ou ses amis, bonne ou mauvaise idée? Alors, je pense sincèrement que de se lancer avec sa famille ou ses amis, c'est une énorme erreur. Je dis pas que ça fonctionne jamais, mais c'est vraiment, je pense, le meilleur moyen pour que des tensions naissent à partir de rien. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait cette erreur-là et qui m'ont dit vraiment d'avoir amèrement regretté. Et le truc, c'est que vraiment ne vous fiez pas à votre niveau de proximité avec telle ou telle personne. Par exemple, je sais pas, imaginons c'est votre meilleur ami, vous vous dites oh, on s'entend trop bien, c'est génial, ça ne peut que fonctionner. C'est pas ça le problème en fait. C'est que vous allez forcément avoir des divergences, des opinions différentes, etc. Et en fait, le problème, c'est que quand c'est quelqu'un d'extérieur, ça reste dans le cadre du travail. Le problème, c'est que une fois que vous rencontrez ce genre de divergence avec quelqu'un de votre famille ou un ami, c'est très difficile de laisser ça dans le cadre du travail. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez eu une dispute pour une raison professionnelle, parce que vous allez forcément avoir des divergences, vous allez forcément avoir des moments où vous n'allez pas être d'accord, c'est très compliqué d'avoir une dispute sur le plan professionnel et puis ensuite de se parler comme si de rien n'était une fois que la journée de travail est terminée. C'est très compliqué. Ça peut vraiment faire naître des tensions qui peuvent être très vives et qui peuvent même détruire
détruire des amitiés, détruire des relations familiales, etc. Par contre, il faut savoir que actuellement je travaille avec mon mari et ma sœur pour la simple et bonne raison qu'en fait je trouve que c'est vraiment ressortir le meilleur de la situation. C'est-à-dire qu'en fait ils m'aident dans mon entreprise, je leur demande tout le temps leur avis, ils me conseillent, ils m'aident aussi à mettre en place certaines choses sur lesquelles j'ai pas forcément énormément de compétences, ils m'apprennent aussi des choses que eux savent faire que moi je ne sais pas faire, etc. Mais à la fin de la journée, ça reste mon entreprise. Donc si par exemple on me propose quelque chose et que moi j'adhère pas forcément, je suis libre de dire non, j'adhère pas. Et c'est pas grave en fait. C'est ça qui est génial, c'est que du coup voilà, c'est avant tout des personnes qui sont là pour me conseiller et il n'y a pas du coup cette animosité qu'il peut y avoir entre deux personnes qui possèdent toutes les deux l'entreprise. Du coup, qui a le dernier mot puisqu'on la possède tous les deux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est compliqué, c'est que du coup ça crée forcément des tensions puisque vous êtes normalement à égalité, mais à partir du moment où vous avez vraiment un gros désaccord, comment est-ce qu'on fait pour départager? C'est ça qui est très difficile. Pareil, mon mari a sa propre entreprise, je l'aide, je le conseille, etc. Si jamais je lui propose quelque chose mais qu'il n'aime pas, il le fait pas, tout simplement. C'est son entreprise, c'est à lui, il décide, il fait ce qu'il veut. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de trouver notre équilibre et d'arriver à partager cette passion qu'on a et cette activité commune qu'est l'entrepreneuriat sans passer par la case dispute. Alors, quelle est la charge de travail? Alors, la charge de travail, c'est comme pour tout le reste, ça dépend. Dans mon cas, pendant les 2 premières années, je faisais du 5h, 23h, 7 jours sur 7. Autant vous dire que les 2 premières années ont été très difficiles, très compliquées. Vraiment, je travaillais, mais sans cesse quoi. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Pendant que d'autres étaient en train de vivre leur vie de jeunes de 20 ans, moi du coup je travaillais. C'était à la fois contraint et à la fois un désir, tout simplement parce que l'entreprise a évolué très rapidement et ça aurait pas pu être le cas si j'avais plus pris mon temps. Ça c'était la première chose. J'ai donné mon cœur et mon âme à cette entreprise et j'ai voulu vraiment la faire évoluer le plus rapidement possible. Et ça sous-entendait forcément de devoir travailler à un rythme extrêmement soutenu. Je gérais tout en fait, j'avais 4 milliards de casquettes et du coup forcément ça prenait énormément de temps. Donc j'ai fait beaucoup de sacrifices. Il y a des événements familiaux auxquels j'ai pas assisté, il y a des moments où j'avais terriblement besoin de repos et où je me suis pas reposée. J'allais quasiment jamais chez le médecin, vraiment il fallait que je sois mourante pour aller me faire soigner. Enfin bref, j'ai vraiment pendant 2 ans fait que ça. Je me suis vraiment consacrée à 1000%, mais c'était vraiment stratégique et ça n'avait pas vocation à durer. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais me donner à 1000% dans cette entreprise pendant un certain temps. Et ensuite, j'instaurerai un équilibre parce que clairement, c'était pas envisageable pour moi de continuer comme ça toute ma vie, tout simplement parce que c'est pas une vie ça. On peut faire ça, on peut sacrifier, on peut faire des sacrifices, on peut se donner à fond pendant un certain temps, mais à partir du moment où toute ta vie se résume à travailler, non, c'est pas une vie, en tout cas moi c'est mon opinion et c'est clairement pas ce que je voulais. Donc ma mère me disait toujours fais ton maximum maintenant que tu n'es pas encore mariée, que tu n'as pas d'enfant, etc. Et je pense que je l'ai vraiment prise au mot. Ça veut pas dire attention que vous pouvez pas entreprendre en étant mariée, que vous pouvez pas entreprendre en ayant des enfants. Ça prendra sûrement plus de temps, mais c'est largement faisable. C'est-à-dire que ce que j'ai fait en 2 ans, on peut le faire peut-être en 3, 4, 5 ans, je sais pas, mais en tout cas c'est faisable par tout le monde. Mais du coup moi je voulais vraiment au-delà de ça, je voulais vraiment faire grandir ce bébé que j'avais mis au monde entre guillemets et le faire évoluer le plus rapidement possible. Donc du coup je me suis vraiment donnée à fond pour que ce soit le cas. Aujourd'hui je travaille toujours beaucoup, mais l'entreprise ayant pris de l'ampleur, je parviens beaucoup plus à déléguer, notamment à ma secrétaire, à mon assistante, etc. Quand du coup on se retrouve à avoir des employés, à avoir une équipe qui grandit, etc. On peut plus facilement du coup déléguer certaines tâches et du coup aujourd'hui ça me permet de me focaliser vraiment sur les choses pour lesquelles je suis douée. C'est vraiment mon mot d'ordre en fait dans l'entreprise, c'est que par exemple les mentors qui donnent les cours, je leur dis je veux que vous vous consacriez, c'est pour ça que vous êtes les plus doués, c'est ça votre spécialité, c'est ça que vous faites le mieux. Donc je veux pas que vous vous encombriez avec des choses comme du secrétariat ou de la paperasse ou ce genre de choses là. Je veux pas que vous perdiez votre temps sur ce genre de choses. Vraiment faites ce que vous faites le mieux, à savoir enseigner, à savoir partager avec les élèves, etc. C'est ça que je veux
vous fassiez vraiment parce que c'est pour ça que vous êtes les plus doués. Pareil avec ma secrétaire, je lui dis bah voilà, ça c'est ce que tu sais faire le mieux, donc je veux pas que tu perdes de temps avec des choses que soit les mentors devraient être en train de faire, soit moi je devrais être en train de faire, soit un tel devrait être en train de faire. Enfin voilà, chacun en fait a sa spécialité, chacun a la chose pour laquelle il est le plus doué entre guillemets, et chacun du coup doit avoir ce rôle-là pour qu'on fonctionne vraiment au mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est assez génial, ce que j'aime énormément, c'est que je perds plus de temps, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, de temps sur des choses pour lesquelles je suis pas du tout spécialisée, voilà, de la paperasse, des choses comme ça, mais je focalise vraiment mon temps et mon attention sur de la création. C'est pour ça que je suis la plus douée. Je suis la plus douée dans voilà, le fait de créer par exemple des formations, dans le fait de concevoir le marketing autour de l'entreprise, dans le fait de gérer un certain nombre de choses. Bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, les choses pour lesquelles je suis la plus douée, c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre un jour de congé, alors qu'avant c'était inconcevable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus envisageable pour moi de travailler par exemple une demi-journée, parce que c'est une demi-journée pendant laquelle je vais être extrêmement efficace, extrêmement productive, ce qui fait que je vais réussir en une matinée par exemple à faire ce que la plupart des gens feraient en 1, 2 voire 3 jours. Donc du coup, il y a tous ces outils que j'ai mis en place pendant toutes ces années qui font qu'aujourd'hui je peux avoir un rythme de travail qui est moins soutenu. Après moi vraiment, le travail pour moi c'est pas une contrainte. Comme je vous l'ai dit, je suis passionnée par ce que je fais, donc si j'ai rien d'autre à faire dans une journée, si j'ai rien d'autre de prévu, je vais travailler avec plaisir en fait, tout simplement. Voilà, c'est dur, hein. Je dis pas que c'est pas dur, je dis pas que c'est pas fatigant, mais c'est quelque chose qui est passionnant parce que du coup tu es en train de faire évoluer ta marque, ton produit, ton entreprise de manière générale, donc forcément c'est quelque chose qui est difficile mais qui n'est pas contraignant. Voilà. Alors, comment se faire connaître après avoir débuté un commerce? Alors, comment se faire connaître après avoir débuté? Alors, pour se faire connaître, vraiment, les réseaux sociaux sont un outil incroyable. Je reçois souvent cette question, est-ce que les réseaux sociaux, c'est obligatoire pour réussir, machin? Alors, je pense qu'il doit peut-être y avoir des entreprises aujourd'hui qui réussissent sans les réseaux sociaux, mais clairement, en fait, on se prive d'énormément de parts de marché en faisant ça. Généralement, tu vas te cantonner aux personnes qui sont dans ton entourage, à une cible beaucoup plus restreinte, parce que voilà, ce qui est génial avec le fait d'avoir les réseaux sociaux, c'est que tu peux impacter tout le monde, c'est que tu peux parler à tout le monde, tu peux parler au monde entier, tu peux parler à toute la France, tu peux parler, enfin bref, vraiment, tu peux avoir une cible qui est très étendue, alors que s'il n'y a pas les réseaux sociaux, tu es très limité et généralement ça se limite à ton secteur. Donc forcément, il y a beaucoup moins de potentiel de croissance à partir du moment où on zappe les réseaux sociaux. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est juste la base. Aujourd'hui, en 2020, quand on entreprend, c'est une compétence à part entière qu'on doit maîtriser. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est pas juste, voilà, je mets une belle photo, etc. C'est vraiment une vraie compétence qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre, etc. Et dans cet art, le grand maître n'est autre que Gary Vaynerchuk. Vraiment, c'est une mine d'or d'informations, c'est une mine d'or d'enseignement et surtout la grande majorité de son contenu est gratuit, ce qui est absolument génial. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Gary Vaynerchuk, c'est vraiment, ou Gary V comme certains l'appellent, c'est vraiment juste la base en fait quand on essaye de se faire connaître. Il y a son livre qui s'appelle Crushing It, qui pareil regorge d'informations et il a été traduit en français. Je crois qu'ils l'ont traduit par un titre assez moche qui était Casser la baraque, je crois. Je vous mettrai le lien. Et du coup, voilà, vous avez accès à ça en français si jamais l'anglais, voilà, vous ne maîtrisez pas. Sinon, on s'inscrit sur Zia, on apprend l'anglais et comme ça on a accès à tout le contenu anglophone qui est de bien meilleure qualité. Enfin, à mon sens, moi personnellement j'ai jamais suivi de contenu francophone pour ce qui était d'apprendre l'entrepreneuriat, le marketing, etc. Je trouve que c'est un contenu qui est bien moins qualitatif, donc moi personnellement je ne jure que par les anglo-saxons pour ce qui est de ce type d'enseignement là. Donc voilà, le fait de maîtriser l'anglais, clairement pour moi c'est une condition indispensable si on veut justement accéder à tout ce contenu-là. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes dans l'entrepreneuriat? J'en ai plein. J'en ai plein à vous donner. J'ai essayé d'en noter, d'en noter un maximum. Je vais évidemment pas pouvoir tout recenser parce qu'il y a 1 milliard d'erreurs qu'on peut faire dans l'entrepreneuriat. Mais je vais essayer en tout cas de vraiment vous recenser le maximum d'erreurs qui sont en tout cas les plus fréquentes.